Bonjour et bienvenue sur les podcasts du CABEF, Central Africa Business and Energy Forum. Vous allez écouter le panel numéro 2, un pipeline pour mettre fin à la pauvreté énergétique en Afrique centrale. Très bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cet illustre événement qui nous réunit aujourd'hui. Je suis Amandine Bonny, journaliste et modératrice de votre deuxième panel. Je passe après, bien évidemment, Eric Tchindjé, que j'admire beaucoup. Du coup, ça fout un peu de pression, mais j'espère qu'au bout de cet échange, au terme de cet échange, vous aurez assez d'éléments pour comprendre pourquoi les promoteurs de cet événement ont proposé un pipeline pour mettre un terme à la précarité énergétique. Avant de poursuivre, je vais appeler ici les panélistes du deuxième panel. J'appelle Jean-Pierre Boussougou, qui est le conseiller spécial du président du Gabon, président de la République gabonaise. Bonsoir, vous pouvez prendre place. C'est un géoscientifique pétrolier avec à son actif plus d'une décennie d'expérience en géologie, stratégie pétrolière et gazière, interprétation également de données sismiques 2D et 3D. À son aise tant sur le plan technique qu'administratif, j'appelle ici Honoré Bombo Daïro. Est-ce qu'il est dans la salle, s'il vous plaît? Oui, il est là. Nous avons également avec nous aujourd'hui Léoncio Amadazé, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, spécialiste du pétrole et du gaz avec une vaste expérience en Afrique, dans la sous-région en particulier. Il est le fondateur et président d'Apex Industries et ancien directeur général des actifs pétroliers de l'État au ministère des Hydrocarbures. Alors, Léoncio Amadazé est l'actuel président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie pour la zone CEMAC. J'ai sorti tout le CV. Alors, je suis un peu à l'étroit parce que j'ai mes panélistes qui sont super proches de moi. Pardon. Oui, on n'a que 3 panélistes pour ce panel. Alors, la pauvreté énergétique est l'un des problèmes majeurs de l'Afrique subsaharienne. Si certains utilisent encore aujourd'hui des moyens traditionnels pour s'éclairer, il y en a qui n'y ont même pas accès. Je vais me tourner tout de suite vers Léoncio Amadazé. Nous sommes en 2022 quand même, et parler encore aujourd'hui de précarité énergétique, c'est un peu étrange. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifierait cette situation-là à ce jour? Merci beaucoup pour nous accueillir aujourd'hui. Bonjour mes collègues et bonsoir l'audience. C'est comme vous avez dit, aujourd'hui, on souffre disons, d'énergie dans la sous-région. Ok. Alors, on a chez nous des champs pétroliers, gaziers. On a aussi on a aussi assez de fleuves chez nous. Donc ce n'est pas une question
des manques des ressources, Ok. sinon des financements. C'est pourquoi ce matin, quand M. Gabriel a présenté le projet, j'ai bien aimé, mais il nous a manqué, disons, de nous présenter comment ils vont faire en sorte que ça devienne une réalité. Parce que c'est décider, Comment matérialiser? voilà, décider c'est bon. Mais il faut avoir des moyens pour les amener à terme. Aujourd'hui, quand on voit l'économie mondiale, okay, la zone CEMAC, c'est la zone la plus arriérée du monde, je dirais. Si l'Afrique est la zone la plus arriérée du monde, et la CEMAC en Afrique, donc la CEMAC, c'est la zone la plus arriérée. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, pour que vous puissiez amener des projets de cette taille, il faut en sorte que quelqu'un qui a des moyens financiers vous accompagne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la CEMAC, on a des moyens financiers pour vraiment faire une sorte de telle taille? Moi, je ne suis pas politicien, je suis un homme d'affaires. Et la question, c'est claire. Il n'y a pas de moyens financiers dans la CEMAC. Ok. Pas parce qu'il manque, mais c'est parce qu'on n'a pas de politique appropriée pour qu'on puisse, disons, faire des choses de telle taille. Les systèmes fiscaux dans la CEMAC n'attirent pas des gens qui ont des moyens financiers pour investir ici. Le système monétaire de la CEMAC, j'aimerais avoir ici nos amis de la Banque centrale pour qu'ils nous disent. En fait, avant-hier, j'avais une dîner avec un ami, une compagnie étrangère, IOC. Il m'a dit, il m'a confessé ça. Monsieur Léoncio, dans votre zone, il est impossible d'investir parce qu'il n'y a pas d'incentive pour faire ça. Ce n'est pas par surprise que depuis 6 ans, 7 ans, on n'a pas ici la CEMAC. Disons quoi, un centre pétrolier qui a été découvert. Pourquoi les gens n'investissent pas? Et pourquoi? C'est parce que les milieux financiers de la CEMAC n'attirent pas les gens pour investir. Donc pour l'instant, je peux... Alors, je me tourne vers Monsieur Dairou Bombo, à qui je vais poser également la même question, vous qui êtes expert technique, tant sur le plan technique qu'administratif, dans la mise en place de l'exploitation du pétrole et la transformation d'énergie. Quelles seraient selon vous les raisons? On a M. Léoncio qui a parlé tout à l'heure du financement. Selon vous, vous qui avez touché du terrain, quelle serait selon vous la raison pour laquelle aujourd'hui on parle encore de précarité énergétique en Afrique subsaharienne, bien évidemment? Oui. Merci de m'avoir passé la parole. Je crois que je vais être pragmatique. Je vais aller directement et je parlerai de façon technique. D'accord. Okay. Je ne vais pas m'occuper des politiques. Ce que je voudrais dire en tant que géologue pétrolier et en tant que... pour avoir passé un peu de temps dans le domaine des hydrocarbures, c'est qu'il faut qu'on apprenne à voir la réalité. Aujourd'hui, le monde change. Okay. Il y a très longtemps, on a commencé à exploiter nos ressources minières et pétrolières, particulièrement pétrolières et gazières, depuis les indépendances et même avant les indépendances. Ça, c'est un fait. On va sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le local content, c'est-à-dire l'expertise technique, est restée plus ou moins stagnante. Okay? Ça, c'est aussi un fait. Elle progresse maintenant. Donc, ça, c'est 2. 3 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'orientation des ressources pétrolières ont toujours été vers l'Occident. D'accord? Il n'y avait pas un marché local. Ça, c'est aussi un fait. Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire avec la crise de Covid-19 qui a plombé tout le monde, personne n'a bougé. Il est arrivé un jour où même les Occidentaux n'ont même pas pu faire bouger un bateau. Les animaux sont sortis. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous on a fait du côté de l'Afrique? Rien. Ça, c'est aussi un fait. 2, il y a une crise. C'est l'actualité. C'est un fait. On ne peut rien cacher. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on va être spectateur? Non, je ne pense pas.
Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous devrons penser comme les autres. Nous avons tous fait des écoles dans des grandes universités aujourd'hui. Nous revenons chez nous. Qu'est-ce que nous on produit? On devrait penser maintenant ce qu'on appelle future thinking. On doit anticiper les choses. Qu'est-ce qui va se passer dans les décennies qui viendront là? Demain, après-demain, c'est l'incertitude du futur. Alors maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons un marché interne, nous avons des industries qui ont besoin, nous voulons développer ce qu'on appelle la métallurgie, nos industries locales minières, on a besoin d'énergie. On parle de la transition énergétique, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un long processus, on saura. Mais tant qu'on a nos ressources minières, pétrolières et gazières, pourquoi ne pas les utiliser aujourd'hui pour pouvoir bâtir les fondements de notre transition énergétique? Si on le fait correctement, on aura légué quelque chose à nos enfants, à la future génération. Donc, si tous ensemble, on décide de copier un modèle qui a été fait, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui a construit le pipeline, okay, partant de Lagos, du Nigeria, Bénin, Togo, qui ravitaille le Bénin, le Togo et puis le Ghana, et ils pensent même à aller plus loin jusqu'au Maroc. Pourquoi ne pas faire dans la sous-région? Et je vous assure, peu importe ce qu'on dit, pour pouvoir faire fondre du métal, okay, pour pouvoir faire de l'hydrolyse, faire fondre de la bauxite, okay, pour pouvoir sortir de l'alumine, il vous faut suffisamment d'énergie. Le pouvoir calorifique du gaz naturel, comparé aux autres, ce n'est pas la même chose. Vous avez besoin de tout ça. Et si on connecte tous les États par rapport, et si on met en place un système de pipeline, comme on l'a fait en Afrique, c'est tout ce qui était beau. Ça a été créé avec le support des institutions financières. La Banque mondiale a financé. Okay. Si on a des fonds, ça, on a un modèle économique, on sait qu'on a un marché, alors je pense qu'ensemble, on peut mettre les premiers jalons et arriver à une interconnexion de la sous-région et créer un marché local. Donc, on crée par exemple, on va impliquer certainement les compagnies pétrolières qui sont opérateurs dans tout ça. Ils vont créer peut-être une société comme West African Pipeline Corporation, je donne un exemple, et puis ils auront des joint ventures, ils vont s'associer entre eux, et puis mettre en route le processus qui sera accompagné évidemment par les différents gouvernements. Et de l'autre côté, comme ça s'est fait ailleurs en Europe, okay, ou bien en Amérique du Nord, ou bien en Amérique du Sud, les États font tout pour que les infrastructures de ce type soient préservées de tout incident que ce soit. Donc on aura une sécurité accrue à cet endroit, effectivement. On va résoudre les problèmes de droit de transit qui devra être géré, parce qu'en fait, quand ça passera d'un pays à un autre, il faudrait bien qu'on puisse prélever. Et ça on peut s'organiser sans problème. Et la troisième phase, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, il faudrait que ces pipes-là, ou bien ces oléoducs ou gazoducs, ça dépendra de ce que c'est, okay, puissent permettre l'accès aux tierces parties, aux autres pays qui pourront injecter leur flux là-dedans. Moi, je vais vous dire une chose, un dernier point, c'est que dans nos pays de la sous-région, le Nigeria par exemple, tous les pays producteurs de hydrocarbures, vous avez ce qu'on appelle le gaz associé. Le gaz associé, il est régulièrement torché. Ça, c'est un gaspillage d'énergie. Ça, vous pouvez le dire. Il est torché. Il y a une loi qui a été mise en place, évidemment, on parle des lois, effectivement, pour réduire le torchage des hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz, on appelle ça Gas Flaring Act. Mais maintenant, si ce gaz, il est rassemblé et puis injecté dans un système qui va plutôt servir les industries, alors ça va booster notre économie. On va avoir une croissance à 5, à 2 chiffres, par exemple, ou plus, qui sait, au lieu tout le temps qu'on torche ce gaz, on le perd, on ne le valorise pas. Alors, si le coût d'investissement, il est plus élevé à la mise en place de cette infrastructure, à la fin, il y aura un mécanisme de récupération de cet investissement. Je pense que pour ne parler que de cela, je peux m'arrêter là. Alors, Monsieur Dairo Bombo, pardon d'écorcher votre nom, Bombo, le pipeline n'est-il pas juste un moyen logistique de transport d'hydrocarbures?
Quand on parle de précarité énergétique, on parle généralement de zones qui n'ont carrément pas accès à l'électricité. Comment est-ce que la construction d'un pipeline de manière technique, de manière pratique, permettra d'alimenter les foyers les plus pauvres, et permettra à ces foyers-là de se payer de l'électricité? Parce qu'on a compris que le pipeline comme moyen de solutionnement ou de mise de fin ou d'atténuation de la précarité énergétique peut être efficace. Maintenant, de manière technique, comment est-ce que ça fonctionne? Disons, comme il s'agissait simplement de la construction d'un système de distribution de gaz déjà à travers un gazoduc, oui. À l'extérieur, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre en place, comment on appelle ça, les centrales thermiques, les centrales à gaz, qui vont utiliser des turbines à gaz, effectivement. Et ces turbines à gaz sont mises en place, on les trouve partout en Europe aujourd'hui. Vous pouvez les commander en fonction du volume, c'est-à-dire de la capacité que vous voulez produire. Mais quand vous pouvez générer de l'électricité à travers ces centrales à gaz. Et ces centrales, une fois que vous avez généré, ça dépend de la capacité que vous voulez bien générer, et puis vous l'injectez dans le réseau. Le réseau, effectivement, à ce moment-là, je crois que tout doit s'embriquer. Vous aurez le département en charge de l'électricité qui va construire un réseau électrique qui va pouvoir desservir certaines zones. Mais maintenant, si on arrive au niveau des industries, ce qui va se passer, c'est que le gaz, généralement, les industriels le veulent brut, plus ou moins, c'est du méthane, pour pouvoir allumer ce qu'ils appellent le burner en anglais. C'est-à-dire que... un foyer. Des chaudrons. Non, en fait, le burner, ce sont les foyers, en fait. Ça leur permet de générer de la chaleur, le pouvoir calorifique étant très élevé. Et effectivement, à l'intérieur, ils peuvent générer leur électricité et en même temps suffisamment d'énergie pour pouvoir faire fondre ou bien pour pouvoir faire de l'hydrolyse, je ne sais pas quel matériel ils vont très bien traiter. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez un système, c'est un peu comme vos veines dans le corps. Vous avez un système de veines et d'artères en fonction du débit. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Le cœur pompe, peu importe où ça viendra, le cœur pompe, ils doivent aller n'importe où vous avez les end-users, qui sont les différentes industries. Un, pour pouvoir faire fonctionner les industries. Deux, avec ce qu'on appelle l'énergie thermique. Et de l'autre côté, vous avez la génération d'électricité à travers maintenant les centrales à gaz. Donc, si je réponds bien à votre question, je pense qu'à ce niveau-là, vous avez des centrales à gaz qui génèrent de l'électricité et cette électricité et qui redistribue est injectée dans le système. Donc maintenant, il y a des espèces d'associations. Ici au Cameroun, on va parler, quand ils arrivent à ce stade-là, vous avez ce qu'ils appellent IPP, Independent Power Producer, qui est créé. La législation des différents pays l'ont mise en place. Au Cameroun, je pense, ça existe. Dans les pays de la CEMA, eux aussi, ils ont certainement leur système dans les autres pays. Mais l'objectif, c'est de générer l'électricité à partir du gaz. Donc, les autres sources d'énergie, on sait que ça existe. Mais moi, je veux parler de cette problématique puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, je me retourne vers Léon Sio, qui est un fervent combattant pour la cause africaine, notamment pour l'atténuation de cette précarité énergétique. Je vais vous reposer la même question. Isn't the pipeline just a logistical means of transport? So, how will we manage, or the committee in place of building the pipeline manage to bring the energy in the poor homes? Merci beaucoup encore une fois. Techniquement, tout est possible. Donc, quand on parle de pipeline, ce n'est pas une question de technique ou
bien une question. Ce n'est pas une question de technique, parce que tout est possible si on a des moyens financiers. Je le répète. Ça, c'est important. Ici, dans la salle, il y a des gens qui sont venus ici pour nous écouter, de dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas des NGO, nous sommes des hommes d'affaires. Pour construire une pipeline, il faut des moyens financiers. Okay. Et puis, il faut un marché pour ça. C'est là où je vais. Votre question. D'accord. Vous êtes très axé sur l'aspect financier de la réalisation du projet. La mer qui est dans le quartier, elle est axée à ce gaz qui va arriver par ce pipeline. C'est là où je vais. Okay. Donc, il faut créer un marché. Comment vous créez ce marché? Donc, il faut involucrer des hommes d'affaires du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad, pour qu'ils soient les acteurs réels qui vont vraiment investir dans ces projets. Et pour le faire, il faut des conditions qui leur permettent de faire ça. Techniquement, tout est possible, mais il faut des moyens financiers. Je vais me tourner vers M. Boussougou, qui est le conseiller du président de la République du Gabon, et lui demander quelle pourrait être la procédure juridico-administrative pour la mise en place d'un tel projet, quand on sait que déjà le pipeline Cameroun-Tchad a dû nécessiter beaucoup de travaux sur le plan administratif et légal. Un aussi gros projet un pipeline qui pourra desservir toute la sous-région, que faut-il? Quels sont les points focaux nécessaires pour la réalisation de ce projet sur ces plans-là? Merci beaucoup, madame, pour cette initiative que les organisateurs ont eue pour nous organiser cette conférence à Douala. Votre question, c'est de savoir quelle procédure mettre en place pour faciliter la construction de ce pipe. Notre panéliste ici a parlé des États qui mettent en place les cadres juridiques et réglementaires et des sociétés qui les accompagnent. Qui trouvent des financements et on met des modèles économiques qui permettent de mettre en place ce pipe. Mais je pense que nous avons déjà des initiatives qui ont commencé dans ce sens. Dans la partie infrastructure numérique, nous avons été accompagnés, la sous-région, par un projet CAP4 où on a fait l'interconnexion des pays pour les numériques par fibre optique. Le Gabon, notre pays, est connecté avec la Guinée équatoriale et le Cameroun via un pipe de plus de 500 km. Il en est de même pour le Congo aussi. Je pense que tout à l'heure, les ministres ont parlé, affirmé la volonté politique des États d'aller dans ce sens. Le ministre de la Guinée équatoriale qui a poussé le projet et le ministre gabonais qui parle d'un réseau de pipeline, pas seulement pour le gaz, même pour les produits pétroliers. Et j'ajouterai aussi le pôle énergétique d'Afrique centrale pour le transport d'électricité et qui favorise l'interconnexion entre les États. Et vous avez bien dit comment faire pour réduire la pauvreté. C'est un réseau de construction des lignes électriques qu'on amène et qui s'interconnectent et on va dans toutes les zones pour amener l'électricité un peu partout pour booster le développement. Et donc nous, on va bientôt signer une initiative commune concrète avec la Guinée équatoriale dans le nord du Gabon où on va prendre de l'électricité de la Guinée équatoriale pour réduire le prix de l'électricité dans le nord du Gabon parce que cette zone est encore au diesel. Donc voilà des initiatives comme ça qu'on doit faire. C'est la volonté politique qui les accompagne. Le cadre juridique et réglementaire, ce sont les États qui vont se mettre ensemble. Mais le plus important, c'est le modèle économique de ce pipeline parce qu'il faut trouver les CAPEX. Et là,
On a la Banque africaine de développement qui accompagne beaucoup ces genres d'initiatives. Et le gaz est un secteur qui est parmi les secteurs qui sont financés par la Banque africaine de développement. D'ailleurs, la semaine dernière à Libreville, c'était la semaine climat qui prépare les Africains pour aller au sommet des changements climatiques qui aura lieu en Égypte. On a parlé de tous ces projets et mon collègue panéliste a parlé de gaz associé. Le Gabon, notre pays, depuis 2011, a mis en place un plan national de réduction du gaz torché, mais en fait un vrai plan de valorisation du gaz associé. Nous avons rendu possible la transformation du bois. Le ministre vient de le rappeler tout à l'heure. On a créé la zone économique spéciale d'Uncock à Libreville grâce à un pipeline de plus de 600 km qui amène le gaz à Libreville. Et sans énergie, on ne peut pas faire de la transformation de notre économie. Et notre économie, dans la plupart des pays, se transformera avec une énergie abondante et moins chère. Et ce projet de pipeline permet à ceux qui ont du gaz de le mettre à la disposition moyennant des contrats financiers. Et l'idée d'avoir une société qui gère le pipeline est une bonne idée. On l'a déjà dans le numérique. On a le câble qui quitte l'Europe et qui passe par tous nos pays, là, qui va jusqu'en Afrique du Sud, qui est un consortium géré par les États africains. Donc l'initiative existe déjà, les modèles de se mettre ensemble existent, et là, nous avons la volonté politique des États. Alors, Merci. vous avez parlé de, pour terminer, vous avez parlé de climat. J'aimerais aborder la question environnementale auprès de M. Daïrou. Est-ce que la construction d'un aussi gros pipeline respecte les normes environnementales? Quand vous me posez cette question, ça me fait sourire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour pouvoir réaliser des infrastructures de cette envergure, il y a les normes que les investisseurs, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds ou bien les institutions financières et internationales demandent, ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. D'accord. Vous ne pouvez pas mener ce type de projet sans l'avoir réalisé. Okay? Et ça fait partie du cadre réglementaire qui est mis en place et qui est respecté par les différents États de la sous-région et à travers le monde. Vous n'allez jamais avoir des financements tant que vous n'avez pas réalisé cette étude d'impact environnemental. Ça, c'est un. Deux, quand vous regardez par exemple l'impact de ce qu'on appelle des heavy fuel oil, c'est-à-dire les huiles régénérées qui sont utilisées pour pouvoir produire de la chaleur et de l'énergie qui sont utilisées dans certaines centrales thermiques, okay, qu'on appelle de remote area, dans les zones enclavées. Vous avez le transport par citerne, okay, de ce fuel, de ces huiles régénérées, cause plus de risques, okay, de déversement si on les compte, que ce soit par goutte ou bien par accident ou par, je ne sais pas quoi, une foudre qui s'abat sur la citerne, le risque est plus grand. Deux, les produits pétroliers qui sont transportés, raffinés, okay, pareil, c'est la même chose. Les risques sont sur le plan terrestre, sur le plan, comment on appelle, le plan d'eau, et puis sur le plan de l'air. Parce que vous avez la génération, ce qu'on appelle de monoxyde de carbone, et puis des métaux lourds, du soufre, ainsi de suite, qui reviennent sous forme de pluie acide. Okay? Donc, si vous utilisez un oléoduc, quand c'est du pétrole, ou un gazoduc, okay, le risque que vous avez, après avoir fait, comment on appelle, présenter les termes de référence aux populations, faire les consultations avec, étudier les différents impacts du creusage, des fouilles le long de ce pipe, voir l'écosystème et tout, présenter les méthodes, comment on appelle ça, les mesures d'atténuation, okay, vous passez immédiatement à l'implémentation. Et le risque après, c'est quoi? C'est que vous n'avez rien d'autre. C'est que vous avez un gazoduc qui est enfoui à une certaine profondeur. Vous avez d'un côté
une vanne et de l'autre côté peut-être un compresseur pour pouvoir rebooster, pour redonner la puissance. Et le gaz circule d'un bout à l'autre jusqu'au end user, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisateur ou dans le pays dans lequel ils vont utiliser, sans impact. Donc je veux vous dire tout simplement que l'impact est moindre que quand on le transporte par camion citerne ou bien quand on le brûle. Voilà. Merci, Monsieur Bombo. Je vais demander à Léoncio de conclure en étant précis, concis, en 1 minute, s'il vous plaît. Et en fait, c'est comme qu'il a dit, c'est ça. Avant de mener un projet de l'envergure, il faut déjà faire des études qui vont certifier que oui, ça c'est possible dans telles conditions. Études de faisabilité. Mais maintenant, il faut aussi accompagner des habitants qui habitent dans cette zone. Il faut créer des projets qui vont les accompagner. Parce que vous venez vous quitter ici, non, c'est pas comme ça. Il faut les accompagner. Des campagnes de sensibilisation. Par créant des petits business qui vont leur permettre qu'ils soient partie de ce processus. Parce que tout le monde doit être involucré. Parce que sinon, ils vont laisser à part. Merci à vous, messieurs, pour votre participation, mais surtout pour votre expertise dans ce thème qui était un pipeline pour mettre fin à la construction d'un pipeline en Afrique centrale, pour mettre fin à la pauvreté énergétique. On a retenu qu'il faut la volonté politique, mais également le financement et la collaboration entre les États et les différents partenaires, investisseurs, si on veut, pour la réalisation d'un tel projet. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons qu'au terme de cet échange, vous avez compris quels sont les différents éléments nécessaires pour la construction d'un pipeline, mais surtout pour la mise en place d'un tel projet. Merci.